Bonsoir et bienvenue à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez sur la plateforme du CHAN pour ce webinaire consacré donc au dépistage du cancer colorectal. Alors je me présente, je suis le docteur Yvon Foll, médecin retraité et administrateur du CHAN. CHAN comme Collège des hautes études en médecine. C'est une association qui a été créée en 1988 par des médecins généralistes et qui a pour vocation de proposer des formations ou des consolidations de connaissances aux médecins, mais également aux pharmaciens et au personnel paramédical. Cet enseignement est fait en présentiel ou sous forme d'e-learning, de classes virtuelles ou d'autres événements. C'est un enseignement qui se veut donc répondre à des thématiques situées au cœur du métier, en tout cas au plus proche des besoins et des souhaits exprimés. Je souligne que le CHAN a une audience largement nationale et je dirais qu'il s'étend jusqu'aux confins des territoires ultramarins, la Réunion, les Antilles. La dernière création en date au CHAN concerne la mise en œuvre d'une école des assistants médicaux qui est actuellement ouverte en Bretagne, mais également en Normandie et dans les Hauts-de-France. Je commence par une petite précision technique. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions en activant l'onglet Tchatcher. Nous répondrons au fil de l'intervention ou de façon récapitulative en fin de chaque séquence. Alors, pour introduire le sujet de ce soir, vous savez comme moi que le cancer colorectal est un cancer qui est d'actualité constante de par à la fois sa fréquence et sa gravité, avec donc pour corollaire la nécessité impérieuse d'une prévention bien conduite. Alors le but de cette soirée, c'est de faire en quelque sorte un état de l'art sur les fondements de ce dépistage, de vous fournir quelques points de repère sur l'évolution des techniques et des méthodes utilisées à la fois dans la détection, la caractérisation et la résection de la lésion précancéreuse qu'est le polype. Et au total, vous allez pouvoir en quelque sorte vous auto-évaluer sur votre propre attitude et votre propre pratique en matière de dépistage. Alors, pour répondre à cette problématique, nous avons la chance et je dirais le privilège d'avoir sur le plateau le professeur Michel Robaskiewicz. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel, en tant qu'hépato-gastro-entérologue hospitalier, président de la Commission nationale prévention à la Ligue contre le cancer et président également du Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Bretagne, le CRCDC Bretagne. Donc, au travers de toutes ces spécialités, tu as le privilège et l'opportunité, Michel, d'avoir une vue en quelque sorte panoramique de l'état de la prévention du dépistage et du dépistage du cancer colorectal en France. Est-ce que tu peux d'un mot nous résumer l'état de cette prévention en France actuellement? Moi, tout d'abord, je voudrais saluer tous les participantes et les participants à cette formation. Merci beaucoup pour votre présence, pour un sujet qui est d'une importance vraiment considérable en matière de santé publique. Et pour répondre à ta question, Yvon, en matière de l'état de la prévention du cancer colorectal en France et notamment du dépistage, je répondrai peut mieux faire. On peut mieux faire, un constat assez sévère, qui est attribuable à quoi? C'est
à ton avis, un défaut de connaissance, un défaut de participation ou tout simplement un manque de moyens? Non, c'est pas un défaut de moyens, parce que le dépistage maintenant c'est bien structuré en France. C'est plus lié à un problème d'acculturation et surtout de taux de participation qui est en deçà des standards européens qui sont requis pour avoir vraiment une efficacité en termes d'impact en santé publique. Bien, Michel, tu as la parole. Très bien, donc merci beaucoup Yvon. Donc je vais passer à la première diapositive. Tout d'abord, pour vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette préparation. Mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique sont consultables sur le site transparencesantegouv.fr. Vous verrez, si vous allez sur ce site, que je n'ai pas beaucoup de liens avec l'industrie pharmaceutique. Donc j'exerce des activités en revanche bénévoles au niveau du CRCDC Bretagne. CRCDC, c'est acronyme de Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Donc pour la Bretagne, je suis membre du conseil d'administration et président. Je suis également responsable scientifique du registre des tumeurs digestives du Finistère, et puis j'ai des responsabilités au niveau de la Ligue contre le cancer, toujours à titre bénévole, en étant président du comité départemental du Finistère et administrateur au niveau de la fédération nationale, et comme vous l'a dit Yvon Foll, responsable de la commission prévention, promotion des dépistages. Et enfin, j'ai exercé les fonctions il y a quelques années de secrétaire général et de président de la Société française d'endoscopie digestive. Alors, pour ce webinaire, je vous propose d'adopter le plan suivant. J'ai découpé cette présentation en plusieurs thèmes, en plusieurs questions, et que je vais passer en revue, et je vous proposerai que l'on puisse échanger, que vous puissiez poser des questions à l'issue de chacun de ces thèmes. Alors, le premier thème que je vais aborder, aura trait à l'intérêt du dépistage organisé du cancer colorectal. La deuxième question sera qui faut-il dépister et comment. La troisième, l'organisme portera sur l'organisation du dépistage organisé du cancer colorectal en France. Sur la quatrième, sur la participation. La cinquième, sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le dépistage organisé des cancers colorectaux et la prise en charge de ces cancers. La sixième, sur la mise en application pratique de ce dépistage organisé. Et enfin, la dernière, sur les indicateurs utilisés pour évaluer le dépistage organisé des cancers en France. Alors, l'objectif pédagogique de la première question est de rappeler les principales données épidémiologiques du cancer colorectal et l'enjeu en termes de santé publique associé à son dépistage. Alors, comme vous l'a dit en introduction le docteur Yvon Foll, le cancer colorectal est un cancer qui est fréquent puisque au niveau mondial, on diagnostique environ 1 900 000 nouveaux cas de cancer colorectaux par an et que ce cancer est donc responsable de 935 000 décès annuels. Vous voyez que sur la diapositive, le cancer du côlon est le troisième cancer en termes d'incidence après le cancer du sein et le cancer du poumon. Et en termes de mortalité, c'est le deuxième cancer responsable de la plus forte mortalité après le cancer du poumon. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez la répartition mondiale. Alors, ça a passé sans que je le souhaite. Je vais revenir en arrière. Vous avez la répartition mondiale des cancers colorectaux et vous pouvez constater sur cette diapositive que le cancer colorectal est fréquent dans les pays qui ont adopté un mode de vie occidental. Hein. Alors, en France, quelle est la situation? Eh bien, il y a une estimation nationale de l'incidence et de la mortalité par cancer qui a été publiée grâce à une collaboration entre Santé publique France, l'INCa et le réseau des registres digestifs Francim. En 2018, il a été estimé que 43 000 nouveaux cas de cancer colorectaux ont été diagnostiqués, dont 54% chez l'homme. Et vous voyez donc sur les graphiques
que chez l'homme, le cancer colorectal en bleu dans les colonnes est le troisième cancer après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Chez la femme, c'est le deuxième cancer après le cancer du sein. Et sur la partie droite de la diapositive, vous voyez que ce cancer est responsable, ça défile tout seul, je suis désolé, est responsable de 17 000 décès annuels. C'est la deuxième cause de décès chez l'homme après le cancer du poumon et la troisième cause de décès chez la femme après le cancer du sein, le cancer du poumon. En termes de répartition géographique, vous voyez qu'il y a une situation épidémiologique qui est très inégale en fonction des départements et des régions. C'est un cancer qui est marqué par une surincidence chez l'homme dans la partie haute et gauche de la diapositive sur tout le nord-ouest de la France. Vous voyez que la région nord et puis la Bretagne sont particulièrement touchées. À moins de degrés chez la femme, sur la partie haute à droite de la diapositive, vous voyez qu'il y a quand même une surincidence dans le Pas-de-Calais. Et en termes de mortalité, vous voyez que c'est à peu près calqué sur les cartes d'incidence. Vous avez une surmortalité par cancer colorectal sur tout le nord-ouest de la France et chez l'homme et dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France chez la femme. Voici une représentation graphique de l'incidence et de la mortalité par cancer colorectal par sexe en France en 2018 en fonction de l'âge. Et vous voyez sur cette courbe qu'à la fois l'incidence et la mortalité augmentent à partir de 50 ans. Et c'est ce qui a permis de définir l'âge minimum pour le dépistage organisé du cancer colorectal. C'est pas moi qui passe les diapositives, ça passe tout seul. Je sais pas pourquoi il doit y avoir un minuteur qui est en route. L'âge médian au diagnostic est de 71 ans chez la femme et 73 ans chez la femme et 71 ans chez l'homme. Cette incidence et cette mortalité ont évolué au cours des dernières années, puisque on assiste chez l'homme à une diminution sensible de l'incidence du cancer colorectal depuis les années 2000, alors que l'incidence demeure stable chez la femme. En revanche, en termes de mortalité, vous voyez que dans les deux sexes, grâce à l'amélioration de la prise en charge de ces cancers et certainement également du dépistage, on note depuis 1990 une baisse progressive de la mortalité liée au cancer colorectal, donc ce qui est relativement encourageant. Alors, c'est un cancer qui est fréquent et on estime qu'une personne sur 20 à 30 va développer un cancer colorectal au cours de sa vie. Ce cancer colorectal va toucher 4% de la population masculine et 2% de la population féminine au cours de la vie. Et on connaît bien maintenant la carcinogénèse colorectale. Plus de 80% des cancers colorectaux résultent de la transformation de polypes qui sont véritablement les lésions précancéreuses et en particulier les polypes adénomateux. Alors cette dégénérescence et cette transformation maligne se fait par une séquence qu'on appelle séquence adénome-cancer, où l'adénome qui est issu d'une prolifération anormale au niveau de la muqueuse conique et rectale va progressivement croître pour donner ce qu'on appelle des adénomes avancés qui peuvent être caractérisés soit par une taille supérieure à 1 cm, soit par des lésions de dysplasie de haut grade, pour enfin aboutir au cancer colorectal. Alors cette séquence, elle se fait non pas du jour au lendemain, elle se fait progressivement sur plusieurs années, et on estime qu'elle se fait en moyenne sur 10 à 15 ans. Et tous les adénomes ne vont pas dégénérer parce que sur 1000 adénomes que l'on peut détecter au niveau du côlon, il y en a 20 qui vont grossir et devenir des adénomes avancés, et un adénome avancé va dégénérer avec le temps en cancer colorectal. Voici cette progression, cette séquence adénome-cancer qui est figurée sur ce schéma. L'adénome résulte d'une prolifération anormale de la muqueuse au niveau des glandes de l'hypercune. Cette prolifération anormale va aboutir à la formation d'une petite masse
À un certain moment du développement, du fait d'altérations génétiques, les cellules cancéreuses vont franchir la membrane basale, envahir la muqueuse du côlon, et on appelle ça le cancer in situ, puis la sous-muqueuse, et ça devient un cancer invasif. La tumeur va progressivement croître en profondeur et dans la lumière, ce qui fait la gravité de ce cancer. Ce n'est pas tant l'envahissement intraluminal par la tumeur, mais l'envahissement en profondeur, parce qu'au fur et à mesure que cet envahissement va croître, eh bien, des cellules tumorales vont pouvoir essaimer dans les ganglions qui sont adjacents au côlon, et lorsque la tumeur est réellement volumineuse, ça va pouvoir également conduire à une dissémination à la fois vasculaire et lymphatique, donnant des métastases viscérales, les plus fréquentes étant les métastases hépatiques et les métastases pulmonaires. Et vous voyez sur ce schéma résumé que la prise en charge de ces adénomes qui dégénèrent est différente selon le stade du cancer. L'endoscopie est surtout utilisée pour les stades les plus précoces parce qu'elle peut avoir une prétention curative avec une exérèse à visée curative de la tumeur tant que des ganglions lymphatiques ne sont pas envahis. Dès que les ganglions, la tumeur croît et envahit en profondeur, il y a un risque d'envahissement lymphatique et là, il est nécessaire d'avoir recours à un traitement chirurgical afin de faire ce curage ganglionnaire. Et enfin, au stade de diffusion métastatique, c'est la chimiothérapie qui va être mise en place. Il faut savoir que la chimiothérapie est également mise en place en tant que traitement adjuvant lorsque des ganglions sont retrouvés envahis sur la pièce d'exérèse d'un cancer du côlon opéré. Alors, plutôt qu'un schéma et un grand discours, une petite vidéo vaut mieux qu'un grand discours pour vous expliquer ce schéma de carcinogénèse. Vous voyez ici la tumeur qui croît au niveau de la muqueuse du côlon. Avec le temps, le traitement à ce moment-là est endoscopique. Lorsqu'il commence à y avoir un envahissement en profondeur avec un risque d'envahissement ganglionnaire, le traitement devient chirurgical. Si les ganglions sont envahis sur la pièce opératoire, la chirurgie est complétée par une chimiothérapie. Et enfin, à un stade développé du cancer, stade de métastase, c'est le plus souvent la chimiothérapie qui est appliquée aux patients. Les résections sont toujours possibles après certaines chimiothérapies, après une réduction tumorale. Voilà donc pour ce schéma de carcinogénèse. Alors, le pronostic du cancer colorectal, ce qui est réellement important de savoir, c'est qu'il est corrélé au stade au diagnostic. Et plus le diagnostic est précoce, plus les chances de survie et de guérison sont importantes. Vous avez ici une étude américaine toute récente qui montre les taux de survie relatifs donc liés au cancer à 5 ans pour les formes localisées de cancer. Vous voyez que ces taux sont supérieurs à 90%. Lorsqu'il existe un envahissement régional, les taux de survie à 5 ans chutent autour de 70%. Lorsqu'il existe des métastases, vous voyez que les taux de guérison et les taux de survie à 5 ans sont faibles puisqu'ils sont de 15%. Et en termes de répartition, vous voyez que globalement, un tiers, 37% des cancers sont localisés au moment du diagnostic. 36% ont une extension régionale avec des ganglions envahis et environ 22% s'accompagnent d'une extension métastatique. Voilà donc réellement l'intérêt de dépister le cancer colorectal parce que le dépistage procure une avance au diagnostic. On diagnostique le cancer avant que n'apparaissent les signes cliniques. Et donc cette avance au diagnostic que permet le dépistage s'accompagne d'un stade d'extension qui est plus localisé et de chances de guérison qui sont beaucoup plus importantes, donc plus de 90% de guérison grâce à la détection des lésions précoces au niveau du côlon.
L'intérêt n'est pas seulement un intérêt en termes de pronostic, il y a également un intérêt en termes de santé publique et de coûts pour la société. C'est une étude ici que je vous présente qui a été réalisée avec la Société française d'endoscopie digestive, qui a comparé les coûts directs du traitement endoscopique par rapport au traitement chirurgical pour la prise en charge d'adénomes avancés et de cancer débutant. Donc résection endoscopique versus résection chirurgicale. C'était une étude qui était appariée, donc non critiquable sur le plan méthodologique, et vous voyez que le coût moyen de la prise en charge pour le traitement endoscopique était de 926 €, alors que celui du traitement chirurgical était près de 6 000 €, avec un ratio des coûts d'un rapport de 6. Et vous voyez que la mortalité précoce dans le mois qui suivait le traitement de résection de ces formes superficielles ou de ces lésions d'adénome avancé était plus faible pour le traitement endoscopique. Je n'ai pas trouvé de données dans la littérature concernant les stades plus avancés du cancer. La seule étude que j'ai retrouvée est une étude qui avait été menée en Île-de-France en 2003, qui avait évalué le coût de la prise en charge des cancers colorectaux en fonction des stades de diagnostic. Et vous voyez donc que pour les stades 3 avec envahissement ganglionnaire ou les stades métastatiques, à l'époque, le coût était largement supérieur à celui des stades 1 ou des stades 2, puisqu'il était évalué à 30 000 € pour les stades 3 et 36 000 € pour les stades 4. Donc il y a également un intérêt économique de maîtrise des coûts à diagnostiquer ce cancer précocement. Alors, juste pour illustrer un tout petit peu cette première partie, je vais vous montrer quelques exemples de résection endoscopique de lésions avancées, néoplasiques avancées du côlon, parce que l'endoscopie interventionnelle a fait beaucoup de progrès ces dernières années, et on peut maintenant, grâce à cette endoscopie interventionnelle, opérer, enfin, réséquer des tumeurs qui antérieurement étaient opérées par les chirurgiens. Donc, avec un bénéfice lié à la préservation d'organes et puis à une durée d'hospitalisation beaucoup plus brève pour les patients, puisque ces gestes sont réalisés en ambulatoire. Aussi une polypectomie à l'anse diathermique. Les polypes pédiculés sont caractérisés par l'existence dans le pied des polypes d'un pédicule vasculaire susceptible de saigner lors de la polypectomie. Afin de prévenir le risque hémorragique, on pose le plus souvent une anse largable en plastique à la base du polype qui assure une hémostase préventive mécanique. On procède ensuite à la résection de l'anse diathermique. La tête du polype est cravatée par cette anse diathermique qui est refermée à la base du polype juste au-dessus de l'anse largable. La section est réalisée à l'aide d'un grand temps de coupe. Vérifier l'absence de segments au niveau de la base de résection. Un clip de repérage est positionné à proximité de la base de résection afin de guider le chirurgien si une résection chirurgicale s'avérait nécessaire. Le polype est ensuite récupéré à l'aide d'une anse filée pour être examiné sur le plan anatomopathologique. Cette vidéo vous illustre une mucosectomie monobloc d'une large lésion sessile d'environ 2 cm de diamètre vue le côlon. Le premier temps de la mucosectomie monobloc consiste à réaliser une injection sous-muqueuse de sérum physiologique teinté d'indigo-carmin qui permet de soulever la lésion du plan de la musculeuse et de limiter le risque de perforation au moment de la résection. La résection est effectuée à l'aide d'une anse métallique de taille adaptée à la taille du polype. La pointe de l'anse est placée au pôle proximal de la lésion et l'anse est progressivement refermée afin de procéder à la résection de la lésion. Voici la résection.
avec une base de mucosectomie qui est parfaitement propre, indemne de complications hémorragiques. La lésion est récupérée dans une anse filée et extraite du côlon en vue d'examen anatomopathologique ultérieur. On s'assure toujours de l'absence de saignement différé au niveau de la base de résection et on termine le geste par une injection sous-muqueuse d'encre de Chine stérile qui permettra éventuellement de localiser le siège de la résection si une chirurgie complémentaire s'avérait nécessaire du fait d'une invasion tumorale profonde de la sous-muqueuse. Voici enfin un exemple de mucosectomie piecemeal par fragmentation d'une large lésion d'extension latérale granulaire. Le premier temps consiste toujours en une injection sous-muqueuse de sérum scellé additionné d'indigocarmin. On procède ensuite à une résection à l'aide d'une anse diathermique, pas à pas, en différents fragments de la lésion. Le geste se poursuit par une nouvelle injection plus proximale de la lésion, avec une nouvelle résection, en vérifiant toujours qu'il n'y a pas de vaisseau saignant au niveau de la base de mucosectomie. Voici le dernier fragment qui est resséqué. Et enfin, on procède à une hémostase préventive des petits vaisseaux situés au niveau de la base de résection afin de limiter le risque d'hémorragie différée lié à cette mucosectomie par fragmentation. Les différentes pièces de résection sont récupérées en vue de l'examen anatomopathologique systématique. Voilà, alors donc vous voyez les possibilités qu'offre l'endoscopie en termes de traitement à visée curative de ces lésions superficielles du côlon. Il faut savoir que ces gestes comportent un certain nombre de risques, notamment risque d'hémorragie et de perforation, mais que maintenant les endoscopistes disposent de techniques soit d'hémostase, soit de fermeture de brèches éventuelles, notamment par des clips, et que le recours à un traitement chirurgical est rarement nécessaire dans la prise en charge de ce type de complications, que les endoscopistes maîtrisent maintenant parfaitement. Alors, ces gestes endoscopiques ont repoussé les frontières de la chirurgie pour des tumeurs qui antérieurement étaient opérées par les chirurgiens. Et je vous rappelle donc que l'exavase endoscopique est carcinologiquement curative lorsqu'un certain nombre de critères sont respectés sur la pièce opératoire, qui est systématiquement récupérée après une résection endoscopique. Il ne faut pas que la profondeur d'invasion tumorale de la sous-muqueuse dépasse 1 mm globalement, que la tumeur soit bien ou moyennement différenciée, qu'il n'y ait pas d'invasion lymphovasculaire et une absence de budding. Lorsque ces critères sont tous réunis, on peut considérer que le geste est curatif sur le plan endoscopique et qu'il n'est pas nécessaire de réaliser de gestes complémentaires. En revanche, si l'un de ces critères est présent, il y a toujours un risque d'envahissement ganglionnaire qui est détecté environ dans 20% des cas, donc un cas sur 5. Et là, une chirurgie complémentaire pour assurer le curage ganglionnaire est nécessaire.
La prise en charge de ces formes superficielles, qu'elles soient traitées par endoscopie ou par chirurgie, est maintenant discutée dans des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont dédiées aux tumeurs superficielles digestives. Dans ces RCP dédiés aux tumeurs superficielles, il faut la présence minimale d'un gastro-entérologue endoscopiste interventionnel, d'un anatomopathologiste et d'un chirurgien digestif. Sur Brest, nous avons mis en place ce type de RCP maintenant depuis 4 ans. C'est une RCP qui associe le public et le privé. Elle couvre tout le département avec une réunion mensuelle et une relecture systématique des lames, des cas un peu difficiles où il existe un doute sur l'extension de ce tumeur et le risque ganglionnaire. Donc une relecture des lames en RCP avec l'anatomopathologique, et donc systématiquement il y a un compte-rendu de RCP qui est tracé dans le dossier du patient, puis transmis au centre de coordination en cancérologie et au référent médical du patient. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour la première partie sur l'intérêt du dépistage, et on peut passer peut-être à une petite discussion et à des questions si on a sur le chat. Alors, Michel, il n'y a pas de questions pour le moment. Je voudrais simplement, au terme de cette première session, que l'on retienne une chose d'abord, c'est que le cancer colorectal est bien un cancer des deux sexes, même s'il est un peu moins fréquent chez la femme. Je dis ça parce que nous avions observé il y a quelques années que parmi les femmes qui étaient fidèles au dépistage du cancer du sein, à peine la moitié faisaient le dépistage du cancer colorectal. Donc, sous-estimer ce risque qui est, comme tu l'as dit, en deuxième position après le cancer du sein. À retenir, bien sûr, l'excellent pronostic des stades précoces, avec une guérison assurée dans 9 cas sur 10. Lorsque tu as fait allusion au coût, Michel, je pense que tu fais allusion au coût direct en soins, oui, et que, bien sûr, il faut ajouter à ça le coût social, professionnel, etc. Merci aussi pour cette merveilleuse iconographie. Je reviens un petit peu sur la RCP. C'est effectivement là quelque chose d'extrêmement précieux et utile, puisque la décision dans les cas un petit peu difficiles est maintenant collégiale et permet donc d'assurer un maximum de garanties pour le patient. Voilà. Effectivement. On peut continuer, Michel, dans la question. A priori. Voilà, donc le deuxième thème, la deuxième question, l'objectif pédagogique, c'est de connaître les facteurs de risque du cancer colorectal, la définition des niveaux de risque dans la population et les modalités de prévention. Alors, dans la carcinogénèse colorectale, les facteurs génétiques jouent un rôle important. Ils commencent à être de mieux en mieux connus actuellement. Cependant, ils ne représentent que 20% réellement des formes de cancer colorectal. Et ce qui détermine essentiellement la survenue de ce cancer, c'est des facteurs qui sont liés au mode de vie et des facteurs environnementaux. Alors, parmi ces facteurs de risque du cancer colorectal liés au mode de vie, l'alimentation est au premier plan. On sait maintenant depuis de nombreuses années qu'une alimentation riche en viande rouge, en charcuterie ou des grillades, etc., est un facteur de risque. À l'inverse, une alimentation qui est riche en fruits et légumes, en fibres alimentaires et en calcium est plutôt protectrice vis-à-vis de la survenue du cancer colorectal. Pour les facteurs liés au mode de vie, eh bien, il y a 2 facteurs de risque qui sont parfaitement identifiés. C'est pour beaucoup de cancers et de maladies cardiovasculaires, l'alcool et le tabac. Mais intervient également dans le risque de cancer colorectal la surcharge pondérale et l'obésité, la sédentarité et le manque d'activité physique, l'activité physique permettant de réduire le risque de ce cancer. Alors, une étude a été réalisée par l'Institut international, l'Agence internationale du cancer de Lyon, qui a évalué la proportion de cancers colorectaux attribuables à ces facteurs de risque liés au mode de vie et à l'environnement en 2018. Vous voyez qu'il y a environ 5
56% des cancers colorectaux chez l'homme qui sont attribuables à ces facteurs exogènes et 40% chez la femme. L'alimentation étant un facteur de risque le plus important, 23,7% chez l'homme, 20% chez la femme, suivi par la consommation d'alcool, le surpoids, l'obésité, le tabagisme actif, et puis à moindre degré l'activité physique réduite et l'exposition professionnelle à certaines substances ou les radiations ionisantes. Donc, on peut parler de prévention primaire en limitant ces facteurs de risque et en adoptant un mode de vie adapté, mais il faut que cette prévention primaire ait lieu très précocement au cours de la vie. Et la meilleure façon de faire de la prévention primaire, c'est qu'elle soit réalisée en milieu scolaire, dans ce qu'on appelle l'acquisition des compétences psychosociales, pour véhiculer des messages qui seront ensuite pour une mise en application à l'âge adulte, et également pour que les enfants puissent éventuellement conseiller leurs parents et inciter leurs parents à adopter un mode de vie adéquat. Alors, cette prévention primaire repose sur l'arrêt du tabac et la limitation des boissons alcoolisées, sur la limitation de la consommation des viandes rouges et des charcuteries, sur l'augmentation de l'enrichissement du régime alimentaire en fibres alimentaires, la consommation de laitage, l'activité physique, on en a parlé, et puis sur le maintien d'un poids dans les limites d'un poids normal, en évitant donc la surcharge pondérale. Alors, à côté de ces facteurs exogènes, en introduction, je vous avais parlé des facteurs génétiques. Ces facteurs génétiques ont permis de définir des niveaux de risque dans la population, et il y a globalement 20% des cancers qui sont liés à des facteurs génétiques, 15% sont des cas familiaux, et 4% sont liés au syndrome de Lynch, qui est donc une forme de prédisposition héréditaire au cancer colorectal et au cancer de l'endomètre, et 1% à la polypose adénomateuse familiale. Alors, ces différents facteurs génétiques ont permis de déterminer des niveaux de risque de cancer colorectal dans la population. Et on individualise globalement 3 niveaux de risque dans la population: le risque très élevé, le risque élevé et le risque moyen. Le risque très élevé, donc, c'est à peu près 5% des cancers colorectaux. Ça correspond aux polyposes adénomateuses et au syndrome de Lynch. Et vous voyez que le risque de cancer colorectal au cours de l'existence, dans ces syndromes génétiques, dans ces maladies génétiques, est de 40 à 100%. Dans la catégorie à risque très élevé sont classés les individus qui ont des antécédents d'adénome avancé ou de cancer colorectal, soit sur le plan personnel ou chez un apparenté au premier degré avant 65 ans, ou quel que soit l'âge de survenue de ces cancers, si plus de 2 apparentés présentent un cancer colorectal. Et enfin, sont classés également dans les risques élevés les personnes qui ont un antécédent personnel de maladie inflammatoire chronique intestinale. Cette population à risque élevé représente 15% globalement des cancers colorectaux, et le risque de survenue d'un cancer au cours de la vie est évalué entre 5 et 10%. Enfin, le risque moyen correspond à la population générale, c'est-à-dire la population sans symptômes, ni antécédents personnels ou familiaux. C'est 80% de la population, c'est elle qui est la cible du dépistage organisé du cancer colorectal, et vous voyez que le risque de cancer colorectal au cours de la vie est de 3 à 4%. Alors, je vais aller très vite sur les maladies génétiques qui prédisposent au cancer colorectal, qu'on appelle le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale. Le syndrome de Lynch est un syndrome qui est lié à une maladie génétique de transmission autosomique dominante, liée à une mutation d'un des gènes du système de réparation de l'ADN, impliqué dans les erreurs de réplication de l'ADN. C'est donc un syndrome qui est caractérisé par une pénétrance élevée, avec un risque cumulé de cancer colorectal de 70%
pour les hommes, 40 à 60% pour les femmes. Les femmes sont exposées également au cancer de l'endomètre dans ce syndrome de Lynch. Et puis il y a d'autres cancers qu'on appelle cancers liés au spectre étroit, au spectre large, qui peuvent atteindre les voies urinaires, l'intestin grêle, notamment l'estomac, les voies biliaires. Vous les avez listés sur cette diapositive. Ce syndrome de Lynch donc, nécessite un dépistage individuel qui se fait sur une consultation d'oncogénétique du propositus, du sujet index, suivi d'une enquête familiale qui va permettre chez le cas index de réaliser un prélèvement sanguin pour rechercher l'une des mutations des gènes responsables de ce syndrome de Lynch, puis de réaliser l'enquête familiale. Si une mutation est détectée, elle doit conduire à une consultation chez un gastro-entérologue afin d'envisager une surveillance coloscopique qui doit être très précoce au cours de la vie, qui doit être couplée à une coloration de l'indigo-carmin et qui est réalisée à partir de 20 ans tous les 2 ans. Et enfin, chez les femmes, eu égard au risque de cancer de l'ovaire, la prévention repose sur une consultation de gynécologie à partir de 35 ans. La polypose adénomateuse familiale, c'est également une maladie héréditaire, autosomique dominante, de pénétrance complète, qui est liée à une mutation constitutionnelle d'un gène qu'on appelle le gène APC, situé sur le chromosome 5. Dans sa forme classique, floride, elle est caractérisée par un tapis de polypes sur tout le côlon, parfois des polypes glandulo-kystiques au niveau de l'estomac, mais également elle présente un risque de dégénérescence d'adénomes au niveau du duodénum qui peuvent évoluer vers un adénocarcinome duodénal. Puis dans certaines formes de cette maladie, dans certaines mutations, on peut observer des tumeurs desmoïdes. Il y a également des formes atténuées, où on n'observe pas réellement un tapis de laine comme ça de polypes, mais il faut savoir y penser lorsque le nombre de polypes qui sont détectés au cours d'une coloscopie dépasse 10 à 20 et que l'âge des sujets est relativement jeune. Alors là aussi, la prise en charge et la prévention reposent sur un dépistage individuel avec une consultation d'oncogénétique du cas index qui va conduire à un prélèvement sanguin pour une recherche de mutation du gène responsable de cette polypose, suivi d'une enquête familiale. Et si une mutation est détectée, la prophylaxie, étant donné que le risque de cancer est de 100% dans cette affection, la prophylaxie repose sur une coloproctectomie totale, donc on retire tout le côlon et tout le rectum avec une anastomose iléo-anale, parfois anastomose iléo-rectale, qui est réalisée généralement entre 15 et 25 ans. Voyons maintenant la population à risque élevé de cancer colorectal. Donc, dans cette population à risque élevé sont inclus les personnes qui ont un antécédent personnel de cancer colorectal. Et là, ces personnes ne relèvent pas du dépistage organisé par le test immunologique, mais doivent être surveillées par les gastro-entérologues avec une coloscopie à 1 an et 3 ans. Sont également à risque élevé de cancer colorectal les personnes ayant un antécédent personnel d'adénome de plus de 1 cm ou en dysplasie de Graves, ce qu'on appelle les adénomes avancés, où là la surveillance coloscopique doit être réalisée à 3 ans. Et en cas d'antécédents familiaux, parents du premier degré ayant un cancer colorectal diagnostiqué avant l'âge de 65 ans, ou 2 parents au premier degré, quel que soit l'âge, là non plus, ça ne relève pas du dépistage organisé par test immunologique, mais d'une surveillance coloscopique, avec une première coloscopie qui doit être réalisée à partir de 45 ans ou 5 ans avant l'âge du diagnostic du cas index le plus précoce dans la famille. Enfin, dans cette catégorie à risque élevé de cancer colorectal sont classées les maladies inflammatoires chroniques intestinales, que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Ce risque de cancer colorectal est corrélé à l'ancienneté et à la durée d'évolution de la maladie,
à l'étendue de la colite. Les formes avec une extension à tout le côlon ont un risque de cancer beaucoup plus important et l'association à une cholangite sclérosante primitive accroît considérablement le risque de cancer colorectal et nécessite de renforcer la surveillance de ces patients. Alors, les modalités de surveillance, je ne vais pas insister dessus parce que c'est du domaine spécialisé des hépatogastro-entérologues. Il faut que la surveillance soit réalisée après une préparation colique optimisée, avec une coloration à l'aide d'un colorant qui permet de mieux détecter les lésions précancéreuses au cours de ces maladies inflammatoires chroniques intestinales. Enfin, la population cible du dépistage organisé du cancer colorectal, eh bien, c'est la population dite à risque moyen de cancer. Ça concerne tous les hommes et toutes les femmes de plus de 50 ans de la population générale. Ils ne sont ni à risque élevé ni à risque très élevé. Et le dépistage organisé repose sur la réalisation d'une recherche d'un saignement occulte dans les selles, à un stade préclinique, par le test immunologique qui est proposé tous les 2 ans donc, aux personnes âgées de 50 à 74 ans qui ne présentent ni symptômes ni facteurs de risque, d'où la nécessité réellement d'une évaluation en amont de la réalisation du test pour rechercher la présence de symptômes ou de ces facteurs de risque. Donc, une fois que le test est réalisé, le résultat parvient au patient et à son référent médical, généralement dans les 15 jours. Et si le test s'avère positif, ce qui est le cas dans 4% des cas, il doit être suivi d'une coloscopie afin de rechercher soit un adénome avancé, soit un cancer du côlon débutant. Voilà donc pour cette deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, pas de questions, Michel, à l'horizon. Je voudrais simplement revenir sur l'importance, donc c'est pas utopique, de cette prévention primaire, avec des conseils, bien sûr, concernant l'hygiène de vie, qui sont aussi, bien sûr, les mêmes que l'on peut recommander pour les maladies cardiovasculaires et les maladies métaboliques. Merci de nous avoir fait un point sur ces syndromes qui sont quand même rares, des cancers colorectaux d'origine génétique, en sachant que, bien sûr, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est ces 80% de la population à risque moyen. Si je t'ai bien suivi, le risque moyen pour cette population, c'est d'environ 4% des personnes de cette tranche d'âge. Qui a un risque de cancer au cours de la vie. Voilà, qui a un risque de cancer avant 85 ans. Oui. Très bien. Très bien. Donc, la troisième partie est consacrée à l'organisation du dépistage organisé du cancer colorectal en France, avec pour objectif pédagogique de connaître l'organisation française de ce DOCCR. Donc, en introduction, je veux vous dire que le cancer colorectal est réellement le cancer idéal, puisqu'il répond à tous les critères qui sont requis pour la mise en place d'un dépistage organisé selon l'OMS. Ces critères de l'OMS pour la mise en place d'un dépistage sont les suivants. Il faut que ce cancer ou cette pathologie représente réellement un problème de santé publique. On l'a vu en introduction, eu égard à la fréquence et à la mortalité liée à son cancer. Il faut que son histoire naturelle soit connue, avec une phase de latence, une phase préclinique. C'est la séquence adénome-cancer que je vous ai décrite en introduction, qui dure 10 à 15 ans. Il faut qu'il y ait un test de dépistage adapté, simple à mettre en œuvre, fiable et reproductible, surtout valide. Et ce test est désormais le test immunologique de recherche d'un saignement occulte dans les selles. Que ce test soit acceptable par la population, qu'en cas de test positif, il y ait des moyens de diagnostic et de traitement disponibles. Je vous ai cité donc toutes les possibilités de prise en charge thérapeutique, à la fois endoscopique, chirurgicale, des cancers à un stade précoce. Et il faut que le programme de dépistage puisse permettre de réduire la mortalité ou la morbidité liée à la pathologie,
de manière significative. Alors ça a été prouvé dans au moins 3 études internationales menées en Angleterre et en Suède pour le test qui était antérieurement utilisé pour le dépistage du cancer colorectal, qui était le test Hémoculte. Enfin, il faut que la balance bénéfice-risque soit favorable et que le programme soit efficient. Et je vais revenir sur les critères d'évaluation un tout petit peu plus tard de ces programmes de dépistage organisé des cancers. Alors, l'historique du dépistage du cancer colorectal en France, 3 dates qu'il faut retenir. 2002, c'est les premières expérimentations du dépistage dans une vingtaine de départements de tests. Le Finistère a fait partie de la deuxième vague de ce dépistage. En 2009, c'était la généralisation à tout le territoire français d'outre-mer de ce dépistage avec le test Hémoculte. Et puis en 2015, c'est l'arrêt du dépistage par test Hémoculte et son remplacement par le test immunologique de recherche d'enseignement occulte dans les selles, qu'on appelle également le FIT, ou le test commercial, enfin sous le nom commercial de test OC Sensor, qui est le test qui est utilisé en France. Alors ce test immunologique, donc, il a donc remplacé le test au Gaillac, qui était un peu difficile à mettre en œuvre, parce qu'il est plus fiable et plus simple d'utilisation. Le test au Gaillac nécessitait 3 prélèvements de selles consécutifs. Là, un seul prélèvement suffit. Et ce test immunologique est plus sensible que le test au Gaillac, puisqu'il permet, plus efficient également, il permet de détecter 2 à 2 fois et demi plus de cancers que le test Hémoculte, et 3 à 4 fois plus d'adénomes, notamment des adénomes avancés. Voilà l'organisation globale du dépistage organisé du cancer colorectal en France. Alors, vous voyez qu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent dans ce dépistage et l'organisation est actuellement loin d'être optimale parce qu'il manque réellement un pilote dans l'avion, ce que déplorent les présidents des CRCDC, de l'ensemble des CRCDC de France. Puisque donc c'est normalement la Direction générale de la santé qui est chargée du pilotage stratégique et du financement des dépistages organisés des cancers en France, et qu'elle a sous sa coupe 3 organismes qui sont Santé publique France, qui est chargé de l'évaluation épidémiologique des cancers, l'Institut national du cancer, qui est chargé du pilotage opérationnel et de l'animation du réseau, et le régime d'assurance maladie, qui est chargé du financement et de la passation des marchés, notamment pour les tests immunologiques, puisque ces marchés sont régulièrement renouvelés. Donc, vous voyez que les acteurs sont multiples, ne sont pas toujours coordonnés, ont parfois tendance à avoir une collaboration difficile entre eux, notamment entre l'INCa et l'assurance maladie. Ce n'est pas toujours très, très simple d'un point de vue relationnel. Et donc, ça, c'est pour le pilotage, en quelque sorte, institutionnel national des dépistages organisés. Et depuis 2019, les anciennes structures départementales qui étaient responsables des dépistages organisés des cancers se sont regroupées. Et ce regroupement a été une volonté de l'État dans un souci d'économie et puis d'efficience. Et ces structures départementales ont été regroupées en 17 centres régionaux de coordination des dépistages de cancer, qu'on appelle les CRCDC, qui sont chargés de la mise en œuvre régionale et territoriale des cancers. Et ils sont pilotés et financés à la fois par l'ARS et par les caisses d'assurance maladie ou la MSA. Et donc, ces CRCDC, ont chargé de la mise en œuvre régionale et territoriale des cancers, donc sont chargés du pilotage et de la mise en application opérationnelle de ces dépistages. Alors, les objectifs du dépistage organisé des cancers colorectaux, c'est de réduire la mortalité par cancer colorectal, de réduire l'incidence du cancer colorectal, le nombre de nouveaux cas, et ça peut être fait par la détection des lésions précancéreuses, puisque la résection des polypes à risque de cancer
permet de prévenir l'apparition ultérieure d'un cancer. Ces objectifs de santé publique nécessitent toutefois un taux minimal de participation au dépistage organisé pour que ce dépistage soit efficient. Et donc, les recommandations européennes recommandent d'atteindre au minimum un taux de participation de 65%. Et on en est loin en France, je vais y revenir. Et enfin, les derniers objectifs du dépistage organisé sont de réduire les inégalités d'accès au dépistage et rendre possible le dépistage aux personnes qui sont géographiquement isolées des systèmes de soins ou socialement isolées des systèmes de santé. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette organisation générale. Pas de questions, Michel, mais je voudrais bien sûr souligner ce que tu viens de dire, c'est que il faut bien prendre conscience que ce dépistage organisé des cancers a un triple objectif, donc un objectif individuel pour que le patient qui s'y soumet en tire à juste raison bénéfice au plan pronostic. Deuxième objectif, là c'est un objectif aussi individuel, c'est que quelle que soit sa condition socio-économique, le patient puisse recourir à ce dépistage. L'organisation et la gratuité visent à atteindre cet objectif d'une équité sociale. Troisième objectif, c'est une réduction significative de la mortalité. Tu vas nous en reparler, qui est corrélée bien sûr avec le taux de participation. Cette réduction de mortalité, quel est l'objectif, Michel, de réduction de mortalité? Alors, tout à l'heure, je vais montrer des courbes de survie. C'est sûr que le pronostic des taux de survie des cancers colorectaux diagnostiqués à un stade précoce sont largement supérieurs à celui des cancers diagnostiqués devant des symptômes cliniques. Dans les études réalisées avec le test hémoculte, il y avait une réduction de taux de mortalité qui était de l'ordre de 10 à 20% qui était obtenue. Donc, voilà les objectifs, mais ce n'est pas clairement chiffré dans le cahier des charges, c'est plus le taux de participation qui est chiffré. Je crois savoir que dans les normes européennes, on visait quand même au minimum cette réduction de 20%. Oui. Donc elle est atteinte, comme tu nous l'as dit, elle a déjà été atteinte par le passé lorsque la participation était suffisante. Alors, le quatrième thème que je voulais aborder, c'était le problème crucial de la participation au dépistage organisé du cancer colorectal en France, en vous rappelant l'enjeu en termes de santé publique associé au taux de participation et en vous faisant entrevoir les principaux freins au dépistage et les principaux leviers pour augmenter cette participation. Alors, le dépistage organisé du cancer colorectal, la France est un peu porte le bonnet d'âne de la classe européenne en matière de dépistage, puisque vous voyez sur cette diapositive l'évolution des taux de dépistage en fonction des différentes campagnes, en fonction du temps entre 2009 et 2021. Vous voyez qu'avec le test hémoculte, on avait initialement, dans le Finistère, on avait pratiquement 50% de participation. Puis ce taux a progressivement diminué et vous voyez qu'il a atteint 30% ici en 2013-2014. 2014-2015, ça a été marqué, et 2015-2016, ça a été marqué par le changement de programme de dépistage et le passage au test immunologique, ce qui a permis d'augmenter un peu le taux de participation, qui est passé à 33,5%, mais malgré ce nouveau test, qui était vraiment très, dont on vantait tous les aspects positifs. Vous voyez que le taux a continué à baisser, 30% en 2018-2019, et le taux est franchement passé sous les 30% en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19. En 2020-2021, on a un espoir, le taux remonte, les taux en France sont de 34,6% de participation. Il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite parce que ça peut être lié à un effet de rattrapage de la période du Covid.
Donc vous voyez qu'on est loin des objectifs européens de 65% de taux de participation. Et puis quand on regarde un tout petit peu la participation selon les régions, ben, on voit qu'avec le test immunologique, ben, il y a une participation qui est très inégale selon les régions. Il y a des régions où le taux de participation est entre 40 et 45%. C'est le cas des Pays de Loire, c'est le cas du Grand Est, et puis la Bretagne ici en bleu clair. Et en revanche, des régions où le dépistage ne marche pas, hein, c'est clairement la Corse, ici en jaune, tout en bas de la courbe, la Guyane, et puis également, si je me souviens bien, c'était la Martinique, ou ouais, je crois que c'était la Martinique. Donc vous voyez qu'il y a une grande disparité hein, selon les régions de la participation au dépistage organisé. Et cette disparité est illustrée ici au niveau départemental. Vous voyez qu'on participe vraiment très bien dans le Grand Ouest, que ce soit en Bretagne, en Val-de-Loire ou en Anjou. On participe bien dans le Grand Est, ici dans la région Rhône-Alpes, mais que les taux de participation, notamment dans le nord de la France, en région parisienne, et en Occitanie et en Corse sont très faibles. Alors, quand on se compare à d'autres pays européens, vous voyez ici notre taux hein, pour je crois que c'était la campagne de 2016, qui était à 34,3%. On est largement en dessous d'autres pays européens. Aux Pays-Bas, on a à peu près 70% de taux de participation hein, actuellement. En Italie, 54%. En Irlande, 51%, et même la Lituanie, sans arrière-pensée péjorative, la Lituanie, la Slovénie font mieux que nous Français. Donc quand je disais qu'on est réellement on porte le bonnet d'âne au niveau de l'Europe quant à la participation, vous voyez, ces chiffres en attestent. Je comprends ta réflexion, on peut mieux faire. Oui. Voilà. Et donc, j'avais participé en 2019 à une évaluation médico-économique du dépistage organisé du cancer colorectal. Et donc, cette étude de modélisation avait montré qu'avec 30% de participation, on évitait 2600 décès par an liés au cancer colorectal, que si la participation augmentait à 45%, on évitait ainsi 4000 décès par an. Et si le taux de participation atteignait 65%, c'était 6600 décès qui étaient évités, donc deux fois et demi plus qu'avec le taux de participation actuel. Et c'est pareil pour l'incidence. Hein, vous voyez également cette relation linéaire entre le taux de participation et l'incidence des cancers, enfin le nombre de cancers évités plutôt que l'incidence. Donc réellement, l'objectif de 60-65% est un objectif qu'il faut chercher à atteindre en termes de participation. Quels sont les principaux déterminants qui caractérisent donc les non-participants au dépistage? Clairement, l'âge inférieur à 65 ans n'incite pas au dépistage. Hein. Ce sont les personnes les plus âgées qui se soumettent le plus volontiers au dépistage. Les femmes se font plus souvent dépister que les hommes. C'est très difficile d'attirer la population masculine au dépistage. Et puis, il y a des facteurs liés soit à la situation de santé qui peut être défavorable, notamment les personnes qui ont des comorbidités ou qui présentent une pathologie qui justifie d'une affection longue durée, cancer, obésité ou autre pathologie. Et puis là, une situation sociale défavorable avec cette cible que j'ai précisée hein, dans les objectifs du dépistage, parce que clairement le niveau d'éducation, le statut socio-économique, le statut marital, en particulier célibataire, l'habitat dans un territoire défavorisé ou la précarité sociale font que ce sont des freins au dépistage. Alors, ces freins sont soit liés à la méconnaissance des programmes de dépistage, à la méconnaissance de la pathologie, puis des possibilités qu'offre le dépistage, au manque d'informations de la part des professionnels de santé pour que le sujet puisse prendre une décision éclairée,
le fait que le sujet ne se sent pas concerné, hein, soit en raison de son âge, soit parce que ça atteint les autres, mais pas soi-même, soit une gêne à l'égard de la localisation de ce cancer, parce que le côlon, c'est quelque chose qui a trait à l'intimité, peut être un sujet relativement tabou. C'est une gêne aussi à l'égard du test et une gêne à avoir à manipuler des selles pour réaliser le prélèvement. Ça peut être une crainte du résultat et puis également une peur de la coloscopie. Et puis il y a également une part qui incombe aux professionnels de santé. C'est souvent un manque de temps des professionnels de santé pour délivrer une information correcte sur le dépistage. C'est parfois la remise des kits sans explication. Ça a été le cas parce qu'il y a eu une interruption de distribution, de l'approvisionnement en kit pendant plusieurs mois sur une période récente. Donc l'indisponibilité du kit chez les professionnels de santé et puis les facteurs d'inégalité, hein, je viens d'en parler. Alors il y a une façon de lever ces freins et les principaux leviers pour augmenter la participation de dépistage, c'est réellement d'avoir une implication du médecin dans les dépistages. La qualité de la relation du médecin avec son patient, elle est fondamentale. Le médecin doit informer et comprendre, apprécier le niveau de compréhension de la personne, ce qu'on appelle souvent le niveau de littératie en santé. Il faut savoir être persuasif pour réellement démontrer les bénéfices du test immunologique. Il peut y avoir également l'influence de l'entourage familial et amical. Et puis, plus récemment, ont été envisagées, pour accroître la participation, la diversification de la remise des tests par les professionnels de santé et même l'envoi du kit à domicile en deuxième relance après 3 tests, à condition que le patient ait participé à 3 campagnes antérieurement. La force de conviction du médecin, du professionnel de santé est réellement importante, hein, parce que c'est elle qui va conditionner l'adhésion et la fidélité des sujets dans un programme de dépistage. Et des études ont montré que 9 personnes sur 10 réalisent le test lorsqu'il est remis par un médecin ou un professionnel de santé. Alors cette approche patient, elle est extrêmement importante, hein, dans la relation médecin-patient, professionnel de santé patient. Le médecin ou le professionnel doit identifier les connaissances de la personne dans le domaine, rechercher les réticences et les obstacles éventuels au dépistage, délivrer une information qui soit adéquate et adapter les réponses aux connaissances et aux craintes du patient, bien informer le patient sur la coloscopie, l'aider à établir une balance décisionnelle en faveur du dépistage, et puis ne pas être trop pressé. Il faut parfois attendre l'approbation du patient pour délivrer les informations techniques, prendre en compte la réalité, les valeurs, la priorité des personnes, et si la personne demeure réticente, comprendre pourquoi, et essayer de temporiser et de reproposer un dépistage à une autre date. Alors, les leviers donc, ont été mis en place en France ces derniers mois. Depuis l'arrêté du 19 mars 2018, modifiant le cahier des charges du dépistage organisé du cancer colorectal, outre le médecin traitant, les médecins spécialistes, gynécologues et gastro-entérologues peuvent délivrer des tests, de même que les médecins des centres d'examen de santé du régime général d'assurance maladie. Et puis l'envoi postal du kit peut être effectué à la seconde relance pour les personnes qui ont participé aux moins 3 campagnes précédentes. Depuis quelques mois maintenant, il est possible que les patients commandent directement leur kit de dépistage sur le site de commande en ligne. Et enfin, tout récemment, donc suite à la convention entre l'assurance maladie et les syndicats de pharmaciens, les pharmaciens vont pouvoir distribuer les kits de dépistage organisés du cancer colorectal dans leurs officines. Voilà juste une illustration du site de commande en ligne, hein, avec l'adresse URL correspondante.
Cette commande se fait en 3 étapes, mais il faut savoir que le numéro d'invitation est nécessaire pour commencer le processus de commande. Donc il faut que le patient ait reçu une lettre d'invitation de la part de son CRCDC. Et donc sur ce site de commande en ligne, un questionnaire d'auto-évaluation la réponse à un questionnaire d'auto-évaluation est requise pour déterminer le niveau de risque et pour savoir si la personne justifie du dépistage organisé par test immunologique. Concernant la remise des kits de dépistage par les pharmaciens, donc au mois de mars a été signée la Convention nationale des pharmaciens titulaires d'officine entre les organismes d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNOCAM et 2 syndicats représentatifs des pharmaciens, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Et donc dans cette convention, il y a différentes thématiques qui sont envisagées, dont l'élargissement des compétences du pharmacien en matière de prévention et d'accès aux soins. Et dans ce chapitre de cette convention figure l'implication des pharmaciens et leur participation au dépistage organisé du cancer colorectal avec la remise des tests. Cette remise des tests, donc le site de commande en ligne est maintenant ouvert aux pharmaciens sur le site de l'assurance maladie, Amélie Pro, mais beaucoup de questions ne sont pas encore résolues. Les CRCDC n'ont pas reçu de la part de la Caisse d'assurance de la maladie la liste de toutes les pharmacies selon les régions. Il est prévu dans cette convention que les CRCDC organisent la formation des pharmaciens au dépistage organisé de cancer colorectal, préalablement donc à la distribution des tests avec une fourniture d'attestation. Ce qui n'est pas très clair actuellement, c'est l'interopérabilité entre les CRCDC et les pharmaciens, notamment concernant l'auto-questionnaire d'éligibilité, sa transmission à CRCDC, l'accès à un serveur d'éligibilité dont les CRCDC ne sont pas encore pourvus, mais dont ils seront pourvus dans un avenir proche, l'existence d'un code traceur pour retrouver les patients, et enfin, il était mentionné dans le projet initial un espace de confidentialité pour accueillir le patient et donc pour réaliser pour remplir avec lui le questionnaire préalable à la participation au dépistage organisé. Et donc cet espace de confidentialité a disparu de cette convention. Et enfin, de grandes inconnues existent encore avec l'articulation avec le médecin traitant, notamment en cas de test positif et le devenir de patients qui auraient un test positif et qui n'auraient pas de médecin traitant, notamment. Donc vous voyez qu'il y a une certaine précipitation qui a accompagné la mise en place, l'annonce par l'assurance maladie de la distribution des kits de dépistage. Les CRCDC sont en train de mettre en place une formation nationale à destination des pharmaciens pour le dépistage organisé, soit par e-learning, soit par webinaire, comme aujourd'hui. Mais ce ne sera pas en place avant la rentrée de septembre. Voilà donc pour la participation au dépistage organisé en France. Je ne vois pas de questions à nouveau. Je voudrais revenir sur cette sous-participation, Michel, qui non seulement, comme tu l'as dit, diminue l'efficacité, mais aussi augmente le coût. Car il faut considérer que quand même les sommes investies par les pouvoirs publics dans ce dépistage sont assez considérables. Je retiens aussi que l'incitation au dépistage faite par le médecin généraliste ou le pharmacien, ce qui existe déjà dans le Finistère, est bien supérieure à toute la publicité qui peuvent être faites par ailleurs dans les médias.
tu as bien fait de souligner ce temps de latence entre le moment de la distribution du test et sa réalisation. Et quelquefois, effectivement, le déclic, si je puis m'exprimer ainsi, ne se fait qu'au bout de 6 mois. Alors, cette extension nationale de la distribution concernant les pharmaciens, en fait, vient un petit peu après cette phase expérimentale faite dans le Finistère, puisque les pharmaciens avaient participé dès l'instauration du dépistage dans le Finistère en 2004 à la distribution du test. Très bien, on va passer donc à la cinquième question, hein, l'impact de la pandémie de Covid-19. Je vais aller assez vite hein, sur ce point particulier, en vous disant que différentes activités ont été impactées par la pandémie Covid, et notamment par le premier confinement où les mesures sanitaires ont réellement été drastiques. Ont été impactés en matière de cancer colorectal les endoscopistes et les chirurgiens digestifs. Vous voyez ici les chiffres annuels de séjours associés à un acte d'endoscopie. Ils ont subi en 2020 une baisse de 16%. Il y a eu 342 903 actes diagnostiques réalisés en moins par rapport à l'année 2019. C'était principalement le cas, vous voyez ici sur la courbe en haut à gauche, pendant la période de confinement, avec une remontée des actes diagnostiques à partir du mois de juin et durant l'été de 2020. Ça a été publié, hein, ça a été corroboré par une étude de la prescription des préparations coliques réalisée à partir du SNDS, du Système national des données de santé, qui avait objectivé une baisse de 68,6% du nombre de préparations coliques pendant la période de confinement. Donc, vous voyez ici la chute sur la courbe en rouge hein, par rapport aux années précédentes qui sont figurées en haut de la courbe. Et cette étude avait estimé à 250 000 le nombre de préparations coliques en moins dans les 6 mois qui ont suivi le début de la pandémie. En termes de dépistage, je l'ai dit tout à l'heure, en 2020, on assistait à une baisse de la participation avec un taux en dessous de 30%. Et puis, cette période a été un petit peu particulière parce que durant 2020, on a eu un nombre de tests non analysables, avec des résultats donc rendus de tests non analysables qui étaient importants, qui étaient de l'ordre de 5%, alors que ce taux est autour de 1% habituellement. Donc un taux de test non analysable très, très important, lié à des arrivées hors délai de tests périmés au laboratoire d'analyse, lié à des tergiversations au niveau de la caisse d'assurance maladie et de l'INCa, mais lié également à la responsabilité des services de la Poste durant la pandémie de Covid, et puis la moindre priorité accordée par la population et les participants au dépistage lié à la pandémie, lié donc au dépistage, était manifeste. Ces tests non analysables, c'est réellement crucial parce que les études ont montré que quand le rendu d'un test est non analysable, lorsque le sujet reçoit ce résultat, il ne refait pas le test dans 30% des cas. Donc réellement, il faut limiter ce nombre de tests non analysables. Alors aux Pays-Bas, où le taux de participation est relativement important, la participation au dépistage organisé du cancer colorectal est de l'ordre de 70%. Il y a eu un confinement total hein, à partir de la mi-mars jusqu'au début du mois de juin, un peu comme en France, où tout s'est arrêté, y compris l'autorité qui organise le dépistage, à l'image des centres de coordination de France. Lors des vagues ultérieures, les mesures sanitaires ont été moins strictes. Néanmoins, cette première phase de confinement a eu un impact considérable en termes de dépistage, puisque le nombre de néoplasies avancées dans cette étude était de 30% inférieur au nombre attendu.
Et donc les auteurs ont estimé que dans la population néerlandaise, il y avait 5500 individus avec néoplasie avancée qui n'avaient pas été diagnostiqués, dont 800 cancers colorectaux. Si on extrapole les données des Pays-Bas à la France, en ajustant en fonction de la population cible du dépistage organisé, du taux de participation et du nombre de néoplasies avancées, en partant sur ces chiffres de 5500 individus avec néoplasie avancée et 800 cancers colorectaux, on aboutit donc à 20 000 individus avec néoplasie avancée qui n'ont pas été diagnostiqués du fait du premier confinement, dont 3 000 cancers colorectaux. Donc ça pose réellement un problème parce qu'il va y avoir il y a actuellement des retards diagnostiques liés à cette première période de confinement, avec des personnes qui auraient pu être dépistées à un stade précoce et qui vont être diagnostiquées avec un cancer devant des manifestations cliniques que les gastro-entérologues vont voir arriver dans les mois qui viennent. En termes de chirurgie, c'est également un impact qui a été étudié à partir de la base du SNDS, la base nationale. C'est une étude qui émane de l'équipe chirurgicale de Saint-Antoine. Et ils ont montré que donc il y avait une baisse du nombre de coloscopies et que parallèlement à la baisse du nombre de coloscopies, il y avait également une chute du taux de résection colique pour néoplasie d'environ 20% du fait du confinement. Alors, dans le Finistère, on a pu, grâce au département d'information médicale, étudier un peu l'impact du confinement sur l'activité en matière de cancérologie de tous les établissements de soins du Finistère, qu'ils soient publics ou privés. Globalement, le nombre de séjours pour cancer digestif, vous voyez qu'en 2020, il n'a pas beaucoup varié. Par contre, sur la figure de droite, sur le schéma de droite, vous voyez que la typologie des cancers qui ont été pris en charge a considérablement varié, puisque le nombre de cancers colorectaux, la proportion de cancers colorectaux en vert sur la diapositive, marquée par la flèche orange, voilà, est passée de 59 à 54%. Donc clairement, il y a eu moins de cancers du côlon et du rectum qui ont été pris en charge en 2020 par rapport aux années antérieures. Et ça, c'est corroboré par des données du PMSI. Vous voyez ici que la variation du nombre de séjours pour la prise en charge d'un cancer colorectal a varié de moins 6% sur le département Finistère. Et si on extrapole ce chiffre de 6% à l'ensemble de la France, 6% de 43 000 nouveaux cas de cancer colorectaux par an, ça entraîne un retard de prise en charge pour environ 2500 patients au minimum. Vous voyez qu'on est très proche de l'extrapolation de tout à l'heure de 3000 cancers avec un retard diagnostique. Très proche parce que le Finistère a été faiblement impacté par le Covid, notamment lors des premières vagues épidémiques, par rapport à d'autres départements français. Donc ce chiffre de 3000 cancers avec un retard diagnostique est un chiffre qui me semble relativement réaliste. Voilà donc pour cette partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, une question d'ordre contenant l'organisation. J'ai une question d'une pharmacienne me demandant si cette formation est validante pour les pharmaciens. J'ai le regret de dire que non, mais que j'espère que cette dame trouvera quand même bénéfice aux informations qui lui ont été données de façon peut-être un petit peu, je dirais, préliminaire. Oui, non, juste par rapport à la formation, donc ça, effectivement, moi je n'ai pas été mandaté pour assurer la formation des pharmaciens par rapport au dépistage dans le cadre de cette convention. Je rappelle donc que l'Association nationale des CRCDC va mettre en place une formation nationale, qui sera accessible pour tous les pharmaciens de France. Probablement, comme le Finistère est, enfin je ne sais pas où réside cette pharmacienne, comme le département du Finistère est entré à une dérogation depuis 2004 pour la délivrance des tests, des tests hémocultes puis des tests immunologiques. Je pense que dans le Finistère, les pharmaciens ne seront pas soumis à la formation. Alors,
Comment se déroule le dépistage organisé en pratique? Donc, ce dépistage, je le rappelle, concerne tous les hommes et toutes les femmes âgés de 50 à 74 ans, sans symptômes, sans antécédents personnels ou familial, sans contre-indication. Ne sont pas concernées les personnes qui ont réalisé un test ou une exploration digestive dans les 2 ans pour le test, une coloscopie dans les 5 ans qui ont précédé. Ne sont pas concernées les personnes qui nécessitent d'emblée une exploration coloscopique, soit par devant des symptômes tels que des rectorragies, des douleurs abdominales inexpliquées d'apparition récente, des troubles du transit d'apparition récente, une anémie ferriprive ou un amaigrissement récent inexpliqué, et également donc les personnes à risque élevé de cancer colorectal qui nécessitent un suivi spécifique, donc les personnes qui ont un antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal, des antécédents familiaux d'adénome ou de cancer colorectal au premier degré, ou une maladie inflammatoire chronique intestinale. Et puis enfin, donc les personnes à risque très élevé qui relèvent d'une prise en charge spécifique. Alors comment se passe le dépistage en pratique? Les sujets éligibles au dépistage reçoivent de la part du CRCDC une lettre d'invitation, donc s'ils sont âgés de 50 à 74 ans, qui sont considérés à risque moyen de cancer colorectal, lettre d'invitation qui les qui les invite à aller consulter le médecin, un professionnel de santé, et prochainement donc un pharmacien. Ce médecin, ce pharmacien doivent vérifier que le test est approprié, notamment en retraçant l'histoire personnelle et familiale, en vérifiant l'absence de signes cliniques pouvant évoquer une pathologie colique, l'absence de coloscopie dans les 5 ans précédant la réalisation du test. Il doit, ce professionnel, également expliquer le test de dépistage et les modalités de réalisation, et bien s'assurer que le patient a compris toute l'information qui lui a été donnée, et ensuite distribuer le test. Une fois le test distribué, le sujet va réaliser ce test à son domicile, et une fois qu'il a été réalisé, donc sur un prélèvement de sel, l'expédier dans une enveloppe au laboratoire de référence, qui est le laboratoire Cerba. Laboratoire Cerba qui, selon le cahier des charges, doit examiner et rendre un résultat dans 15 jours, résultat qui sera communiqué au CRCDC, au médecin ou au professionnel de santé qui a vu le patient, et au sujet lui-même. Alors, voici un exemple de courrier de dépistage qui comporte 2 étiquettes, une étiquette d'identification à coller sur la fiche d'identification et une petite étiquette à coller sur le tube. Et puis au verso de ce courrier d'invitation, un questionnaire d'auto-évaluation du niveau de risque à renvoyer au CRCDC, s'il y a une contre-indication au dépistage organisé, et puis du fait de la mise en application du régime général de protection des données. Donc il y a toute une mention et des cases que le patient peut cocher s'il exprime l'opposition à participer au dépistage organisé. Concernant donc ce RGPD et l'expression de l'opposition, l'Association nationale des CRCDC s'est un peu émue qu'elle n'ait pas été impliquée dans les discussions avec la CNIL. L'INCa a traité avec la CNIL directement, et on trouve quand même relativement singulier que l'invitation soit adressée par le Centre régional de coordination de dépistage, et que le patient puisse s'opposer à ce que les données et les résultats du test soient retransmis au CRCDC, ce qui est complètement aberrant si on veut faire une analyse des performances du dépistage organisé à l'échelle nationale. Voilà ce kit de dépistage. Ce qui est extrêmement important pour éviter les tests non analysables, c'est de vérifier la date de péremption du test, qui figure à la fois sur le
petit test, et également sur l'enveloppe. Parce qu'un test qui est périmé n'est pas lu par le laboratoire d'analyse. Donc ça, c'est une vérification extrêmement importante. Ce film va vous expliquer un petit peu le mode d'emploi du test du dépistage. Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre médecin vous a remis cette enveloppe. Le moment est donc venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le test se présente comme ça, en 3 volets. Mode d'emploi, la fiche d'identification très importante, le dispositif de recueil des selles, le tube de prélèvement, l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à la lettre d'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte 2 étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche, sans oublier de compléter les informations. La petite étiquette, sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Vous devez aussi remplir la partie centrale de la fiche d'identification, dont la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil des selles, du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes, comme ceci, tapotez au milieu pour faire un creux. Pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, eh bien, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors, on ouvre le tube en dévissant le bouchon comme ceci. L'extrémité de cette tige est estriée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Comme ça. Alors évidemment, ce ne sont pas de vraies selles, hein. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. Parfait. Ensuite, on remet la tige dans le tube, que l'on ferme bien, et on secoue. Le reste, évidemment, dans un sac plastique, direction la poubelle. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée, et vous glissez le tout dans l'enveloppe T. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain ou plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Maintenant, on attend les résultats. Vous les recevrez dans 15 jours maximum. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant. Plus d'informations au 0805 123 124 auprès de la structure en charge du dépistage dans votre département ou sur e-cancer.fr. Voilà, donc le message important qu'il faut retenir, c'est vraiment conseiller aux patients de réaliser le test plutôt en début de semaine pour éviter les week-ends, éviter les longs week-ends de pont, comme ça va être le cas là, très prochainement avec l'Ascension, parce que le test, comme vous l'avez vu, doit être analysé rapidement par le laboratoire, sinon il sera déclaré comme non analysé. Alors, en pratique, le test va s'avérer négatif dans 96% des cas et positif dans 4% des cas. Si le résultat d'un test revient négatif, cela signifie qu'il n'y a pas de saignement dans les selles au moment du test, mais il faut garder à l'esprit que certains cancers ou polypes peuvent ne pas saigner au moment de la réalisation du test, et d'où l'intérêt de répéter ce test au bout de 2 ans. Si au cours de cette période de 2 ans, qui sépare la réalisation de 2 tests consécutifs, apparaissent des signes d'alarme en faveur d'un cancer du côlon, tel qu'un amaigrissement inexpliqué, des troubles du transit d'apparition récente, la présence de sang dans les selles ou des douleurs abdominales inhabituelles, persistantes, il faut rappeler au patient qu'il doit consulter son médecin traitant. Dans 4% des cas, le test va s'avérer positif.
Cela signifie qu'il y a non pas une absence, mais la présence d'un saignement dans les selles au moment où le test a été réalisé. Ça ne signifie pas obligatoirement qu'il y a un cancer. Le patient doit à ce moment-là revoir son médecin traitant qui va l'adresser vers un gastro-entérologue pour la réalisation d'une coloscopie. Voilà donc pour cette sixième partie, avant-dernière partie, concernant le déroulement pratique du dépistage. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, mais je voudrais simplement souligner l'attitude dogmatique qui doit être utilisée en matière de dépistage. J'entends par là qu'un test positif ne se vérifie pas. Et donc, j'invite les médecins et les pharmaciens à résister à la pression de certains patients qui, devant un test positif, demandent à recontrôler ce test. Un test positif conduit invariablement à la coloscopie. Deuxièmement, un test positif doit être renouvelé 2 ans après, car entre-temps, il y a pu y avoir un petit polype qui n'a pas encore commencé à saigner. Donc faire ce dépistage, c'est aussi se fidéliser et être fidèle et réitérer ce dépistage tous les 2 ans. Très bien, merci. Donc la dernière partie est relative aux indicateurs qui sont utilisés pour évaluer les campagnes de dépistage organisées du cancer colorectal, avec une petite mention sur les cancers, le risque de cancer d'intervalle après un test immunologique négatif. Donc, je rappelle très rapidement les performances du test immunologique. C'est un test qui est fiable, qui est validé, parce qu'il est spécifique de l'hémoglobine humaine, contrairement à l'ancien test au Gaillac, le test Hémoculte. Sa lecture est automatisée, ce n'est plus une lecture visuelle par une laborantine comme avec le test Hémoculte. Les résultats sont fournis de manière quantitative avec un seuil de positivité qui peut être adapté. En France, c'est le seuil de 30 microgrammes d'hémoglobine par gramme de sel qui a été retenu et qui conduit à un taux de positivité de 4%. Et enfin, c'est un test qui est simple à réaliser puisque, contrairement au test Hémoculte, un seul prélèvement de sel est requis et le prélèvement est très facile à réaliser, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo. Alors, au seuil de 30 microgrammes d'hémoglobine par gramme de sel, ce test est performant. Il détecte 2,5 fois plus de cancer que l'ancien test et 3,7 fois plus d'adénome avancé. Sa sensibilité est autour de 70 à 80% et sa spécificité, vous voyez, est élevée de l'ordre de 96 à 98%. Au niveau national, la Santé publique France a évalué la première campagne de dépistage à l'aide du test immunologique avec un taux de participation au niveau national qui était de 33,5%, un taux d'exclusion du dépistage lié au questionnaire à l'interrogatoire des patients qui était de 12,9%, les exclusions étant soit des exclusions administratives, soit des exclusions d'ordre médical. Vous voyez que le taux de positivité il est conforme au cahier des charges de l'ordre de 4,5%. Le taux de coloscopie réalisé après un test positif, il est un peu en deçà du seuil et du cahier des charges de 90%. Dans le Finistère, on avait un taux de réalisation de coloscopie qui était proche de 95%. Donc une participation active des gastro-entérologues du Finistère. Et le délai moyen de réalisation d'une coloscopie après un test positif, vous voyez qu'il était de l'ordre de 2 mois. Toujours sur cette campagne, donc sur les 2 années 2016 et 2017, c'est 68 000 globalement adénomes qui ont été détectés, des adénomes avancés, donc à risque de cancer, ce qui fait un taux de détection des adénomes de 12,3 pour 1000 personnes dépistées, et la valeur prédictive du test pour la détection des adénomes avancés était de 31%. Concernant les cancers colorectaux détectés, c'est 17 000 cancers qui ont été détectés grâce au test immunologique sur ces 2 années 2016-2017, avec un taux de détection donc, de 3 pour 1000 personnes dépistées et une valeur prédictive pour les cancers colorectaux de 7,8%. Voici ici les stades des cancers détectés. Donc il y avait 30% globalement de cancers intramuqueux qu'on appelle des cancers in situ. Ce ne sont pas des cancers
invasifs au niveau du côlon. Les cancers invasifs, donc qui atteignaient au minimum la sous-muqueuse, représentaient 67,7% des cancers. Et vous voyez que globalement, les 2/3 de ces cancers étaient des cancers de stade 1 ou de stade 2, c'est-à-dire avec une extension à la paroi du côlon, sans extension ganglionnaire. Il y avait globalement 25% qui étaient des cancers de stade 3 avec une extension ganglionnaire et c'est à peu près 10% de stade 4. Donc globalement, vous voyez que ce test immunologique permet de détecter des cancers à un stade précoce, donc potentiellement curable, avec des chances de guérison importantes. Alors, le problème des cancers d'intervalle, on l'a étudié dans le Finistère grâce à une collaboration entre le CRCDC Bretagne, son antenne finistérienne, et le registre des tumeurs digestives du Finistère. Nous avons inclus dans cette étude donc les patients soumis au dépistage et avons réalisé l'étude jusqu'à 77 ans pour les cancers d'intervalle, puisque la définition du cancer d'intervalle, c'est un cancer qui est diagnostiqué dans les 2 ans suivants, soit une coloscopie normale, enfin, considérée comme normale, ou dans les 2 ans suivant la réalisation d'un test immunologique. Et puis dans cette étude, on a pu avoir accès aux résultats quantitatifs du test immunologique chez les patients qui ont été dépistés. Donc cette étude a été menée sur la première campagne et a été étendue justement jusqu'en 2020 pour étudier les cancers d'intervalle. Nous avons étudié les KDO, ce sont les cancers qui sont diagnostiqués dans le cadre du dépistage organisé. Les KNR, ce sont les cancers diagnostiqués chez les personnes qui n'ont pas répondu au dépistage. Les KE, ce sont les cancers qui sont diagnostiqués chez les patients exclus du dépistage, donc sur les 2 ans de la campagne. Et puis on a analysé les cancers d'intervalle post-test jusqu'en 2019 et les cancers d'intervalle post-coloscopie jusqu'en 2020. Voilà les résultats globalement de cette étude. Donc, sur la population cible, près de 300 000 patients, la population exclue représentait 55 000 patients. Il y a eu 242 cancers qui ont été diagnostiqués dans cette population, ce qui, moi, m'interpelle, parce que c'est une population qui peut être assimilée à la population à risque élevé de cancer colorectal. Chez les non-répondeurs, les sujets qui n'ont pas participé au dépistage, il y a eu 343 cancers qui ont été diagnostiqués. Dans le cadre du dépistage, 248 cancers qui ont été dépistés et 12 après une coloscopie considérée comme normale, coloscopie réalisée pour un test positif. Les cancers de diagnostic retardé, c'était uniquement 4 cas. Et donc les cancers d'intervalle après un test négatif ou un test non analysable, vous voyez qu'il y en a eu 60 au total dans cette série. Ce qui fait que la sensibilité du test immunologique dans notre étude était de 80,5%, avec une proportion de cancers d'intervalle post-test de 19%. Pour les cancers d'intervalle post-coloscopie, il y a eu 3,5 cancers manqués pour 1000 coloscopies réalisées à la suite d'un test positif. Alors, en termes de répartition selon le sexe, vous voyez que la majorité des cancers dépistés, la première ligne des colonnes chez les hommes sont des cancers qui siègent au niveau du côlon distal, 60%, 17% dans le côlon proximal et 26% dans le rectum. En revanche, pour les cancers d'intervalle, on a une surreprésentation des cancers du côlon droit et du cancer du rectum, les cancers du côlon gauche ne représentant que 17% des cas. Et ceci est vrai également chez la femme, où vous voyez cette surreprésentation des cancers du rectum et des cancers du côlon droit dans les cancers d'intervalle post-test négatif. Concernant les stades diagnostiques, vous voyez l'efficience et l'efficacité du dépistage organisé sur les cancers dépistés.
Les cancers in situ, pour les sujets soumis au dépistage, représentaient 34% des cas. Les formes précoces, donc de stade 1 ou 2, représentaient au total 46% des cas, et les formes avec extension ganglionnaire ou métastatique ne représentaient que 20% des cas. Pour les non-répondants, vous voyez que la majorité des cancers, la moitié des cancers étaient de stade 3 ou de stade 4, avec une plus faible proportion de stade 1 et de stade 2. Et pour les cancers d'intervalle post-test, vous voyez qu'il y avait une répartition selon les stades qui était intermédiaire, avec environ donc 44% de stade 3 et de stade 4, et donc 34% de stade 1 ou de stade 2 dans cette série. Cette diapositive illustre la survie des patients selon leur statut par rapport au dépistage. Vous voyez que les taux de survie à 3 ans sont de 94% lorsque le cancer a été dépisté dans le cadre du dépistage organisé, qu'ils ne sont que de 67% pour les non-répondeurs au dépistage, c'est la courbe verte, et pour les cancers d'intervalle post-test, la courbe mauve. Vous voyez qu'on a un taux de survie qui est quand même très faible, qui est beaucoup plus proche de la population, enfin qui est intermédiaire, mais beaucoup plus proche de la population non dépistée que de la population dépistée. Alors, on s'est intéressé, au seuil de positivité, puisqu'on avait les résultats quantitatifs des tests, et grâce à l'établissement de courbes ROC, qui permettent d'avoir une balance favorable entre la sensibilité et la spécificité, on a calculé que le seuil de positivité maximisant la somme de la sensibilité et de la spécificité était non pas de 30 microgrammes par gramme de sel, mais de 17 microgrammes par gramme de sel. En abaissant ce seuil de positivité, en faisant passer à 17 microgrammes, on aurait diagnostiqué, dans le cadre du dépistage, 14 cancers colorectaux invasifs supplémentaires et 24% de cancers d'intervalle en moins, mais ça aurait nécessité la réalisation de 45% de coloscopie en plus. Et vous voyez que la sensibilité avec ce seuil de 17 microgrammes a augmenté à 87%, avec une baisse de la spécificité qui passait de 95 à 92,8%. Juste pour terminer, le problème des adénomes festonnés sessiles. Je vous ai dit que la majorité des cancers d'intervalle sont des cancers du côlon droit, et on pense que c'est la principale lésion cancéreuse qui conduit à ces cancers d'intervalle sont ces adénomes festonnés sessiles, qui sont des lésions qui sont très difficiles à voir en endoscopie. La prévalence de ces adénomes festonnés sessiles est de 7% dans la population. Ils ont une boîte de carcinogénèse qui est spécifique. Ils sont un précurseur de 20 à 35% des cancers colorectaux selon une voie de carcinogénèse qu'on appelle la voie festonnée. Toute la difficulté, c'est le repérage endoscopique. Vous voyez ici un exemple d'adénome festonné sessile sur la photo de gauche. Ces lésions sont mieux mises en évidence par des techniques de coloration, de chromoscopie, ici à l'indigo-karma. Et donc, dans un proche avenir, l'intelligence artificielle va certainement aider les gastro-entérologues à détecter, à caractériser ces polypes qui sont difficiles à voir. Je vais vous illustrer ça juste par ce petit film qui termine cette présentation, donc qui résume l'apport de l'intelligence artificielle sur la détection et la caractérisation des polypes. Science cognitive qui fait appel à la logique, à l'informatique, et qui se nourrit de bases de données volumineuses. L'intelligence artificielle est fondée sur des algorithmes informatiques et repose sur des systèmes d'apprentissage profond et des réseaux neuronaux qui exploitent des bases de données d'images annotées et interprétées par des médecins experts. Le champ d'application en endoscopie digestive est très vaste, englobant le dépistage, le diagnostic, la caractérisation et, dans un proche avenir, la thérapeutique. C'est une question. Les premières réalisations concernant la détection et la caractérisation des polypes coliques assistées par ordinateur font désormais l'objet d'une industrialisation. Cette révolution technologique est susceptible d'améliorer les performances des médecins et donc la qualité des soins.
L'enjeu en coloscopie est de pouvoir détecter les polypes qui sont difficiles à visualiser et de les caractériser, c'est-à-dire d'identifier parmi ceux-ci ceux qui sont à risque de cancer. Le dispositif à détecter le canaille, à détecter la lésion. Hein, de toute façon, quand on fait des coloscopies back-to-back les uns après les autres, on peut retrouver effectivement 15% de lésions. Donc voilà, là, le dispositif l'a détecté. Il y a un petit bip qu'on entend. Et en fait, si on passe en BLI, on va essayer de rester assez fixe et de caractériser. Donc, on va mettre l'image complète, on va vous mettre l'image complète avec le petit graphe sur le côté, parce qu'il y a un petit graphe aussi qui est intéressant. Donc là, vous voyez sur l'écran, on affiche donc un cercle jaune autour. Quand on est dans le jaune, on est plutôt dans ce qui est appelé néoplastique, donc plutôt dans les adénomes. Le petit graphe sur le côté, il vous donne une sorte de radar de cartographie. Hein, c'est pareil, quand il s'allume en jaune, on est dans le néoplastique, donc dans l'adénome. L'intérêt du petit graphe à côté, c'est si éventuellement on a une lésion, plusieurs lésions. Sur le graphe, on pourrait éventuellement différencier une lésion hyperplasique qui s'afficherait en vert et une lésion à risque en jaune. Donc, la caractéristique affiche autre chose. Il affiche aussi, vous voyez, 3 barres sur le côté. Sur le côté droit de l'écran, en fait, il affiche son degré de confiance, on va dire, dans le diagnostic. Hein, voilà, donc là, on a quand même les 3 barres, donc on est assez confiant. Vous pouvez le voir, le canaille détecte un autre polype qui va être caractérisé en vert cette fois-ci, donc hyperplasique, et ne sera pas retiré car sans risque de cancer. L'intelligence artificielle constitue donc une aide indéniable pour les endoscopistes. Des études contrôlées ont montré qu'elle permettait d'améliorer leur performance en augmentant de 10% le taux de détection des polypes. Donc cela va, à mon sens, constituer réellement une aide considérable, et ces systèmes d'intelligence artificielle seront, je pense, disponibles sur toutes les consoles d'endoscopie dans les 10 ans qui viennent. Est-ce qu'il y a des questions Oui, il y a une question concernant la place de la radiothérapie dans les traitements. Alors, place de la radiothérapie dans les traitements, en matière de cancer du côlon, hein, uniquement, il n'y a pas de place pour la radiothérapie. Hein. Clairement, c'est un cancer qui n'est pas sensible. La radiothérapie n'a une place que pour les cancers du rectum, où elle peut être couplée à une chimiothérapie, notamment en traitement néoadjuvant, avant une résection d'une tumeur du rectum. Voilà. En dehors de ce cancer, il n'y a pas de place. Et il y a une autre question inhérente aux relations entre le CRCDC et le médecin traitant. Cette question et cette suggestion sera remontée au CRCDC Bretagne qui vous donnera une réponse. Voilà, Michel, je pense qu'on arrive au terme de cette présentation. Voilà, je vous laisse lire juste les points clés du dépistage. Hein, c'est la dernière diapositive. Donc, j'espère vous avoir convaincu sur l'intérêt de la population âgée de 50 à 74 ans, risque moyen de se faire dépister. Et réellement, c'est l'implication des professionnels de santé dans l'information qu'ils délivrent aux patients qui est réellement cruciale pour augmenter les taux de participation au dépistage. Vous pourrez éventuellement avoir une documentation complémentaire sur ici une petite application que l'on a fait au niveau de la Ligue contre le cancer en lien avec la Société française d'endoscopie sur donc une navigation virtuelle dans un showroom Colon Tour virtuel qui explique donc de manière pédagogique la carcinogénèse rectale, la prévention du cancer colorectal avec les scores de risque qui sont disponibles et les façons de prévenir et de soigner les cancers colorectaux. Donc ça a été fait en collaboration, c'est Axel Kahn qui intervient comme
comme guide dans cette navigation avec le professeur Stanislas Chaussade, qui était président de la Société française d'endoscopie au moment où ce showroom a été conçu par la Ligue contre le cancer et la Société française d'endoscopie digestive. Voilà l'adresse URL qui vous permet d'aller, même de pouvoir offrir ça à vos patients dans les salles d'attente éventuellement. Il y a des affiches normalement qui sont disponibles avec les QR codes, donc que les patients peuvent facilement taguer sur leur téléphone portable en attendant les consultations. Michel, pour illustrer l'importance fondamentale de cette participation, je voudrais me laisser aller à un petit jeu de simulation en prenant pour exemple le Finistère. Si chaque médecin généraliste et chaque pharmacien, au total un effectif de 1200 professionnels de santé, ne prescrivait ne serait-ce qu'un test par semaine, au terme d'une campagne, ça équivaudrait à 124 000 tests, c'est-à-dire 50% du taux de participation. Alors, est-ce que c'est utopique? Non. Non, parce que si je fais référence à la première campagne dans le Finistère, plus de 100 000 tests avaient été distribués, et ce qui donnait un taux de participation de 48%. Autrement dit, il faudrait qu'on retrouve cette dynamique que l'on avait en première campagne, en tout cas dans le Finistère. Bien, merci Michel pour cette brillante démonstration de l'intérêt du dépistage et la richesse des documents, de ta documentation. Alors, je signale à nos interlocuteurs que le lien pour le replay vous sera envoyé dans les prochains jours. N'hésitez pas également à nous laisser votre avis sur l'intérêt que vous avez trouvé à cette soirée, avec bien sûr vos commentaires qui seront lus avec beaucoup d'attention. Je vous fixe un prochain rendez-vous au jeudi 2 juin pour un webinaire qui cette fois-ci portera sur le thème de la cybersécurité en santé et plus particulièrement la protection des données patients. Donc vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous inscrire via le QR code qui apparaît à l'écran et vous retrouverez bien sûr également un lien d'inscription dans le mail du replay. Donc bonne soirée à tous et à très bientôt sur le chaîne. Bien, merci beaucoup pour votre participation, votre attention et puis rendez-vous peut-être à une autre formation. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes.